Cinquième partie, trousse de survie. Chapitre 27. Viens donc souper à la maison. Nous gagnons plus d'argent et nous en dépensons tout autant. Mais nous passons moins de temps avec les autres. Une majorité de gens veulent davantage de contrôle sur les détails de leur vie, mais une majorité de gens veulent aussi simplifier leur vie. Barry Schwartz, le paradoxe du choix. Je l'ai dit plus tôt, la société d'abondance dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'a pas apporté que des bonnes choses. C'est vrai, nous sommes plus riches que les générations précédentes. Cet argent nous permet de nous procurer davantage de biens matériels et de vivre dans un confort de plus en plus grand. Pour ces raisons, nous nous pensons plus libres que l'étaient nos ancêtres. Mais cette nouvelle abondance et cette sensation de liberté ont un coût. Nous avons vu décroître tant la quantité que la qualité de nos relations personnelles. Et ce, même si la technologie a rendu les communications plus rapides et plus faciles. La révolution numérique promettait de nous dégager du temps libre. C'est le contraire qui s'est produit. Ce qu'on a gagné en possibilités, on l'a perdu en liens sociaux. La raison en est simple. Nous passons un temps effarant devant les écrans. Ce temps n'est plus disponible pour notre famille et nos amis, ce qui affecte négativement la qualité des relations que nous entretenons avec les autres, mais aussi le nombre de personnes avec qui nous entrons sérieusement en relation. On a moins d'amis et ces amitiés sont moins solides. Quand on décide de vivre en dessous de ses moyens, on craint souvent que sa vie sociale en soit affectée. Moins de sorties peut signifier moins d'occasions de fréquenter les autres. Mais ce n'est pas une conséquence inévitable. La vie m'a appris qu'un bon moyen d'avoir une vie sociale bien remplie et à faible coût consiste à inviter des gens à souper. Dans ce sens, nous sommes quand même chanceux au Québec. Les gens mangent encore souvent en famille. Cette pratique se perd ailleurs, en Amérique du Nord. Je m'en suis rendu compte en 2011. Durant un voyage dans le Wyoming, j'étais invité à souper chez le frère d'une amie. Outre moi-même, étaient présents l'ami en question, son frère, ses enfants et son épouse. C'est cette dernière, une jeune femme énergique, qui avait passé une bonne partie de la journée à cuisiner un poulet au gambo. Quand l'heure de souper est arrivée, j'ai commencé à enlever le tas d'objets qui encombraient la table de la salle à manger. Mon ami m'a interpellé, me demandant ce que je faisais. Quand j'ai répondu que j'allais mettre la table, tout le monde s'est esclaffé. Mon ami m'a repoussé gentiment et m'a remis un bol à soupe. « Tiens !» m'a-t-elle lancé. « Serre-toi et va t'asseoir où tu veux dans la maison. » Et de fait, personne ne s'est assis à table. Chacun est parti avec son bol, bien rempli, pour aller manger là où ça lui plaisait, dans le salon, dans la chambre, ou dehors sur le balcon. Fini les conversations. Si l'idée de manger ensemble paraissait saugrenue à mes hôtes du Wyoming, il s'agit pourtant d'une activité sociale des plus enrichissantes. N'éprouve-t-on pas davantage de plaisir à partager une pizza qu'à la manger seule ? Les scènes où des gens rient, discutent et boivent autour d'une table bien garnie sont légion, tant dans les romans qu'au cinéma. Il y a une raison pour ça. Elles servent de prétexte à des rencontres, à la transmission d'informations, à des manifestations d'affection. Dans son livre « En as-tu vraiment besoin ?», Pierre-Yves Maxwin dénonce le fait que la rencontre de l'autre soit souvent liée à une invitation à consommer. Aller prendre une bière avec un ami, aller boire un café avec une cousine. Il affirme qu'on sentirait un malaise à dire « As-tu envie qu'on prenne un verre d'eau ?» Bien sûr qu'on sentirait un malaise, mais pas parce qu'on renoncerait à s'inviter à consommer. C'est plutôt parce qu'une rencontre est plus détendue et agréable quand elle se déroule devant la nourriture. C'est d'une certaine manière la nourriture et l'alcool qui servent tous deux de lubrifiant social. Si vous ne croyez pas aux émotions positives que procure le fait de partager un repas avec d'autres, visionnez les publicités Mangez ensemble de la marque
choix du président. Je vous mets au défi de rester de marbre devant ces rassemblements festifs autour d'une table. Ces émotions positives s'expliquent par la biochimie. Manger ensemble nous rassure et nous réjouit, ce qui nous fait sécréter de la sérotonine, cette substance qui procure une sensation de bien-être. Manger avec d'autres personnes rend heureux, c'est la science qui le dit. D'ailleurs, manger ensemble n'est pas seulement bon pour notre vie sociale. Selon le guide alimentaire canadien de 2019, manger ensemble est aussi bon pour notre santé, en permettant, entre autres, de briser l'isolement. Et comme je l'ai déjà mentionné dans ce livre, des études ont démontré que la solitude tue davantage que le tabac. Il y a aussi tout un côté économique à ne pas négliger. Quand on partage un repas à la maison, c'est de toute évidence beaucoup moins cher qu'aller en groupe au restaurant. Mais en plus, si chacun a cuisiné un plat, le plat partagé devient une occasion de découverte et de transmission des traditions culinaires. Un phénomène à ne pas négliger dans une société prise d'assaut par l'industrialisation de la nourriture.